Mais le gouvernement, en fait, vient avec des solutions de band-aid, en fait, de pansement. On va juste penser, comme ça, la plaie est derrière, c'est en train de s'infecter, mais on va juste mettre le pansement. On laisse comme ça. Du coup, au bout d'un moment, ça explose. Ça explose. Et là, le cyclone Chido, justement, parce que, par exemple, La Réunion, ils ont tout le temps des cyclones aussi. Mais on n'a jamais vu, bon, c'est vrai que c'est pas des cyclones de cette ampleur peut-être, mais en tout cas, les infrastructures résistent. Chez nous, parce que déjà, ça n'existait même pas. Les infrastructures qu'on avait, les routes, les ponts, c'est des choses en fait qui étaient faites vite fait. Il n'y avait pas eu d'études, il n'y avait pas eu vraiment de prévention par rapport à des événements comme ça. Malgré ces jours de peine, j'entends le rire des enfants. Et Barambé, j'ai mal mais ça va. Et Barambé, j'ai peur mais j'y crois. Et Barambé, j'ai mal mais ça va. Et Barambé, j'ai peur mais j'y crois. Nisikia gemezao, nisiwakia wanatawano gemezao, wanyawe nisingana morozi wazingita amalimola kubali dua zao. Bonjour et bienvenue dans Self Upgrade. L'épisode d'aujourd'hui, en fait, est un épisode que j'ai vraiment eu du mal à produire parce que, je l'ai dit, enfin, vous le savez sûrement, et je l'ai dit à plusieurs reprises, en fait, dans le podcast. Je suis mahoraise, donc je viens de Mayotte, et mon île, en fait, l'île de Mayotte, a été dévastée par un cyclone d'une ampleur, en fait, inimaginable. Voilà, donc Mayotte, en fait, se trouve dans une situation de crise. Toutes les infrastructures ont été détruites, les habitations, donc il y a eu des dégâts matériels, mais aussi on a perdu en fait des vies humaines aussi à Mayotte. Il m'était impossible en fait de faire cet épisode toute seule. Du coup, j'ai des renforts. J'ai appelé des renforts, donc la famille. Donc j'ai mon grand frère Inzaghi. Coucou, ça va? Bah, ça va, mais on va dire, comme tu le dis, hein, loin des yeux, mais près du cœur, comme on dit. Oui. Donc il y a aussi ma nièce Anaïs. Coucou Anna, ça va? Coucou. Ça va bien, et vous? En tout cas, ça peut aller avec les événements, ça va. On va aborder en fait des préoccupations. En tant que Mahorais, moi par exemple, je suis en Angleterre. Mon frère et ma nièce sont en France, mais on n'a pas de nouvelles de la famille à Mayotte. Du coup, on va parler de ça avec Inzaghi, mon frère Inzaghi et ma nièce Anaïs. Donc, restez avec nous. Certains pensent même qu'on n'est pas français. Pourquoi? Parce que la France ne fait rien d'après eux. Tu vois, pour moi, j'appelle ça des critiques, alors que non. En fait, moi, j'ai pas envie de critiquer. Pourquoi? Parce que on s'attendait pas du tout à ça. On s'était pas préparé à ça. Tu vois? C'est une chose, en fait, qui vient d'arriver. Nous, Mais Zouki, je te coupe pas, mais je sais que les avis sont partagés, mais quand même, ça fait 5 jours. Et lorsqu'on regarde le journal, on entend que l'approvisionnement en eau, en fait, se fait, mais juste en ville, genre dans la petite terre et au niveau aux alentours de Mamoudzou. Et par rapport aux gens qui sont à Msamboro, moi je parle de Msamboro parce que c'est chez nous. Par rapport aux gens qui sont à Msamboro, quand est-ce qu'ils vont avoir de l'eau? Sachant que ça fait 5 jours sans eau. justement, en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut d'abord essayer de comprendre, c'est Mhm, que avant même l'arrivée de Chido, mhm, Mayotte traversait déjà un grand problème au niveau de l'eau. oui, D'accord? Et donc là, c'est un problème qui a appelé un autre problème. oui, D'accord? Au niveau de la distribution, il a fallu déjà 4 jours pour pouvoir justement
pour déblayer la route. Il a fallu 4 jours. On peut faire le tour de l'île tranquillement. D'accord? En fait, chacun a son avis, mais justement, là, moi, je suis pas les avis, on va dire, des réseaux sociaux. Moi, je suis directement à l'actualité par rapport à ce que nous dit le préfet. Si, si on revient sur l'histoire de l'eau, d'accord? Entre Mamoudzou et le nord que tu viens de parler tout à l'heure, la différence, c'est que à Mamoudzou, là-bas, ils ont vraiment besoin des bouteilles d'eau. D'accord? Tandis que le nord, il sera, on va dire, ravitaillé directement par les réseaux de la SMAE. C'est-à-dire, il n'y aura pas de distribution de bouteilles dans le nord. L'objectif de préfet était justement de pouvoir, on va dire, rétablir le réseau en eau directement, en fait, pour 75% de la population, surtout au niveau du nord. Et donc, les bouteilles d'eau seront peut-être distribuées en Mamoudzou et en Petite-Terre. Et dans le nord, là-bas, ça sera directement le ravitaillement via les robinets. D'accord. Mais est-ce que tu sais où est-ce qu'on en est? Parce que tout à l'heure, je regardais le journal et en gros, il disait que à l'abattoir, à la Petite Terre, en fait, maintenant, ils ont de l'eau. Ils ont de l'eau parce qu'il n'y a pas eu trop de dégâts au niveau de l'usine de Dessalement. voilà, il n'y a pas eu trop de dégâts, donc ils ont de l'eau. Mais chez nous, si tu me dis ça, est-ce qu'on sait en fait le travail qui se fait justement pour permettre justement à la population d'avoir de l'eau? Et si oui, en fait, quand est-ce que ça va se faire? Parce que si tu me dis que il va pas y avoir de distribution de bouteilles d'eau, qu'il faut qu'on attende en fait jusqu'à ce que l'eau sorte enfin, de nos robinets, est-ce qu'il y a des dates? Parce que quand même, c'est une question de temps. Plus le temps passe et plus la situation devient délicate. Elle est déjà délicate. D'après le préfet, au plus tard, c'était même, on va dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'accord? Donc, une chose est sûre, c'est qu'à partir de ce soir, voire même jusqu'à demain matin, le nord sera ravitaillé en eau. C'est-à-dire, il y aura de l'eau potable dans le nord d'ici demain. Bon, écoute, on sait ce qui se passe là-bas. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau, il y Mhm. a les denrées, nos cultures en fait, les bananes, les maniocs, tout est parti. Du coup, la famine menace. Donc la situation est vraiment, vraiment délicate. Du coup, nous en fait, qu'on nous dise oui, les secours sont là, oui, les secours sont là, mais il faut pas que ça se limite juste à Dzaoudzi et l'abattoir. Tu vois, la petite terre, la ville, il y a aussi une population qui est au nord, il y a une population au sud et dans le reste de l'île. Donc voilà quoi. Moi, je pense pour l'instant, comme tu dis, il y a des gens qui critiquent, mais je Mhm. pense qu'il y a de quoi critiquer. Je veux dire, depuis le passage du cyclone jusqu'aujourd'hui, en fait, les choses sont trop. Enfin, les activités sont vraiment lentes. Ça devrait être plus rapide que ça. Normalement, comme tu le dis, mais je te dis une chose, c'est que les gens n'arrêteront pas de critiquer, ce qui est tout à fait normal. Parce que là, en ce moment, tout le monde est dans le besoin. Mais si je reviens sur ta question, que font vraiment les secours? Mais attention, il faut savoir que Mayotte a été dévastée. Au tout début, c'est-à-dire les 2 premiers jours, on ne pouvait même pas se déplacer de Mamoudzou à Kungu. Et du coup, il a fallu justement faire venir ces secours-là pour pouvoir rejoindre, on va dire, les deux bouts de l'île. Et donc, les premiers secours qui sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déblayé avec, comment on appelle ça, la direction de l'équipement. D'accord? Ils sont venus en aide avec leur tronçonneuse, avec tout le matériel qu'ils avaient pour justement libérer la route. Ça, c'était l'objectif justement des premiers secours. On a fait venir justement des techniciens pour rétablir l'électricité. Mais imagine-toi si déjà on a eu du mal à rejoindre les 4 bouts au niveau de la route. T'as vu où passent les fils pour l'électricité? Il y en a qui passent sur la route et d'autres à la campagne. Imagine-toi déjà le coût que Mayotte a reçu. C'est-à-dire à la campagne, les fils électriques,
il faudra vraiment, mais vraiment, il faudra du temps pour pouvoir rétablir tout ça. Ça ne se fera pas en une semaine. Franchement, parce que quand tu regardes Mayotte, c'est pas la métropole. Ici, par exemple, à part les routes, on a, on va dire, les rails, on a pas mal de, on va dire, pas mal de chemins à suivre. Tandis qu'à Mayotte, Mais justement, Zuki, tu penses pas que le cyclone, justement, est là pour nous ouvrir les yeux? Pour nous dire que voilà, parce que bon, comme tu disais, il y a des gens qui disent bon, on est français juste parce qu'on a la nationalité, mais sur le terrain, c'est, enfin, quand même Mayotte était déjà avant le passage du cyclone Chido, c'est quand même le département le plus pauvre de la France. Donc peut-être que Chido, justement, comme chez nous, Chido, c'est le miroir. Donc peut-être que Chido, justement, est venu pour nous montrer cette réalité que voilà, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge parce que bon, Mayotte étant une île tropicale, les cyclones, on en a connu, mais de cette ampleur, c'est la première fois. Mais qui sait? On espère que ça sera le dernier, mais bon, c'est probable que dans le futur, ça se reproduise. Donc, quelle est la réponse du gouvernement français? Quelle va être la réponse du gouvernement par rapport à ça? Parce que je pense qu'il y a eu il y a des problèmes, comme tu disais, par rapport à l'eau. Il y a des problèmes qui étaient là depuis très longtemps, mais le gouvernement, en fait, vient avec des solutions de band-aid, en fait, de pansement. On va juste penser, comme ça, la plaie est derrière, c'est en train de s'infecter, mais on va juste mettre le pansement. On laisse comme ça. Du coup, au bout d'un moment, ça explose. Ça explose. Et là, le cyclone Chido, justement, parce que, par exemple, La Réunion, ils ont tout le temps des cyclones aussi. Mais on n'a jamais vu, bon, c'est vrai que c'est pas des cyclones de cette ampleur peut-être, mais en tout cas, les infrastructures résistent. Chez nous, parce que déjà, ça n'existait même pas. Les infrastructures qu'on avait, les routes, les ponts, c'est des choses en fait qui étaient faites vite fait. Il n'y avait pas eu d'études, il n'y avait pas eu vraiment de prévention par rapport à des événements comme ça. Donc moi, je suis pas ici à critiquer, à dire voilà, mais en même temps, peut-être qu'il faut aussi critiquer. Parce que hier, j'ai écouté en fait un débat sur ce qui se passe à Mayotte et ça m'a fait chaud, ça m'a fait mal au cœur en fait. Ça m'a fait mal au cœur d'entendre les gens parler de Mayotte comme si on était des gens naïfs, comme si on était des gens bêtes. On accepte tout, même l'inacceptable. Tout ce que tu verras pas en fait, dans les autres départements de France, tu peux venir à Mayotte, voir ça et voilà, on accepte. Bien sûr qu'on n'accepte pas, mais en fait, les gens perçoivent ça de cette manière. Donc, je pense il est temps que les choses bougent. Bien sûr, pour l'instant, il s'agit déjà de sortir en fait Mayotte de ce gouffre. justement, en fait, pour rebondir un petit peu sur ça, au niveau critique, comme je l'ai dit, l'homme n'arrêtera jamais de critiquer parce que à écouter les gens, hier, pas plus tard qu'hier, justement, j'ai entendu même des gens qui sont allés jusqu'à dire que leur créateur lui-même, c'est lui qui les a créés, ne les aime pas parce qu'il leur a envoyé le cyclone Chido. Et donc, au niveau critique, comme je te dis, on n'arrêtera pas de critiquer. À Mayotte, c'est pas le premier cyclone. En 1934, on a reconnu, en fait, on a connu le premier grand cyclone, mais il n'avait pas cette ampleur-là. Il a fallu attendre 50 ans, c'est-à-dire en 1984, on a eu le cyclone Kamissi, qui était aussi dévastateur. Et quand Kamissi a frappé Mayotte, on était déjà français. Mais à l'époque, on était collectivité. Il a fallu combien de temps pour reconstruire? Et donc, dites-vous que là, 40 ans après, parce que de 1984 à 2024, bah, on a reçu, maintenant c'est le plus grand et le plus dévastateur. Une chose, c'est que Mayotte ne se relèvera pas, on va dire, en 1 an ou 2 ans, voire même 3 ans, c'est pas possible. On a vu ce qui s'est passé il y a pas longtemps à Saint-Martin. Là, quand tu vas en Saint-Martin, bah, là, on va dire, la plaie est toujours là. Et pourtant, Saint-Martin, c'est aussi, on va dire, une collectivité française. On va pas dire qu'ils sont oubliés, non. Mais le problème, en fait, du cyclone Chido, ce qui a causé le cyclone Chido,
Ça veut dire, moi, si je regarde bien, je dirais que l'heure est à la solidarité, déjà locale, mais aussi nationale. Pourquoi? Parce que c'est l'État qui doit aider, on va dire en quelque sorte, les Mahorais. Mais quand tu regardes à Mayotte, l'État lui-même, il est touché par le cyclone, si tu regardes. D'accord? Les bâtiments de l'État qui sont à Mayotte, ils sont aussi dévastés. Les bâtiments du département de Mayotte sont dévastés. Donc là, l'heure, on va dire, est à la solidarité. C'est-à-dire, tout le monde doit être solidaire. Parce qu'à la rigueur, si, par exemple, les bâtiments publics n'étaient pas touchés, là, on serait dit, OK, il faut mettre le paquet. C'est pour ça, en fait, il faut pas, genre, se dire, on ferme les yeux et en les ouvrant, voir que tout est devenu rose. C'est pas possible. Chez nous, là-bas, tout est coupé. Par contre, justement, pour ceux qui arrivent à se débrouiller un petit peu, dans le nord, pour pouvoir appeler, on est obligé d'aller à Andrema parce que l'antenne de réseau qui est dans le nord chez nous, il est complètement cassé. Et donc là, il va falloir justement rétablir cette antenne. Et dans le sud, pour pouvoir avoir du réseau, il faut se déplacer jusqu'à Ajangwa. C'est déjà pas mal. Là, au moment où je te parle, tous ceux qui sont chez Orange, ils ont du réseau à 100%. Mais le problème, c'est que depuis qu'il y a eu les réseaux SFR et Only, on a tous tourné le dos de chez Orange parce que Orange, c'est le réseau numéro 1. C'est lui, justement, genre Only et SFR, eux, ils sont des sous-traitants de chez Orange. Donc, pour le moment, tu es chez Orange, tu as du réseau. Et comme je te le dis, justement, on doit être solidaire parce que le problème, c'est que on pouvait aller à la mairie pour, voilà, demander des renseignements et tout ça. Mais là, quand tu vas à la mairie, comme quand tu vas au département, au conseil départemental, il n'y a aucun service qui fonctionne. Dans toutes les mairies en ce moment, même à la mairie de Mamoudzou, il n'y a aucun service qui fonctionne. Et donc là, justement, au lieu de critiquer, tout le monde, justement, doit mettre la main à la pâte. Le préfet, là, qu'est-ce qu'il a fait depuis hier? Il a décrété un couvre-feu. Pourquoi? Parce que on le savait déjà, on s'attendait à ce que après le passage de Chido, on tombe, on va dire, sur du n'importe quoi. C'est-à-dire la famine, on s'attendait. Parce que quand on voit l'ampleur des dégâts, on savait que voilà, tout le monde allait tomber dans le chaos. Et donc maintenant, l'heure est à la débrouille. Donc qu'est-ce qui se passe? Les petits pilleurs, ils se permettent d'aller piller les magasins. Donc il y a un couvre-feu qui a été décrété depuis hier de 22 heures à 4 heures. C'est-à-dire là, on ne veut voir circuler personne. On sait que pour nous déplacer, on a besoin du carburant. Là, on va dire jusqu'aujourd'hui, il y a 4 stations qui fonctionnent. Et donc, pour pouvoir se déplacer, on peut aller justement se ravitailler en carburant, mais même le ravitaillement est limité. C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre plus de 30 litres dans ton véhicule. Pour moi, c'est déjà, on va dire, pas mal, parce qu'on a besoin de se déplacer. Et puis, il y a des magasins qui sont ouverts, malgré tout. Non, mais c'est sûr, ça va pas être réglé du jour au lendemain. Mais je veux dire, justement, il y a un minimum. Nous sommes des êtres humains. On subsiste avec de l'eau et de la nourriture. Donc ça, on le sait avec le cyclone qui est passé et qui a dévasté presque tout, enfin qui a tout dévasté à Mayotte. Bien sûr, les denrées alimentaires se font rares. Il y a des gens, comme tu dis, il y a des magasins qui sont pas touchés. Mais en fait, on n'a même pas de pourcentage. Il n'y a pas de pourcentage, on ne sait pas combien de jours en fait les gens peuvent justement aller dans ces magasins et s'approvisionner. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après ça? Une fois que toutes ces ressources-là seront épuisées, qu'est-ce qui va se passer? En fait, moi, je te dis une chose. J'ai confiance en tant que Mahorais, bien sûr, parce que je sais que notre force à Mayotte, c'est la solidarité. D'accord? On ne se laissera jamais tomber. Pourquoi? Parce que toi, par exemple, tu te permettras pas de bien manger et de laisser ton voisin mourir de faim. Notre force à Mayotte, c'est la solidarité. Et cette solidarité-là, c'est elle, justement, qui doit nous montrer le chemin. Parce que si on reste solidaire,
on souffrira pas de cette famine, on va dire, qui veut nous envahir. Quand on regarde les images de Mayotte, on voit que la nature est touchée à 150%. Pour pouvoir, par exemple, manger un fruit à Mayotte, il va falloir vraiment attendre. Et puis, on risque même de perdre tout ce qu'on avait. Et donc là, il va aussi falloir commencer à planter. Ok, Anna, est-ce que tu peux nous parler en fait de toi, je sais que tu es arrivée en France en fait quelques jours avant que le cyclone frappe Mayotte. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport à ça, par rapport à la situation actuelle de Mayotte? Oui, effectivement, le cyclone a eu lieu donc vendredi. Et moi, j'ai quitté Mayotte lundi, donc à quelques jours avant, hein, alors que j'aurais dû normalement être sur place parce que j'aurais pas dû quitter Mayotte avant 2 semaines, mais j'ai un peu avancé mon départ. Quand j'arrive, donc j'apprends hein, le jeudi, grâce à mes collègues, qu'un cyclone arrive à Mayotte. Donc ils sont en alerte et ils sont obligés de fermer les écoles pour se protéger à la maison. Donc bon, moi j'apprends ça le jeudi, la veille, et je me dis bon, c'est un cyclone, mais je pense pas que ça va faire des ravages. Ça va être vraiment un grand truc. Ça va être passager pour moi, ça va être passager. On a connu des fortes pluies, donc en saison de pluie, il y a vraiment des fortes tempêtes, et je me suis dit que ça va ressembler à ça, mais un petit peu plus, donc on doit se protéger. Vendredi arrive, je vais dire un peu que mes collègues ont pris un peu la chose à la rigolade parce qu'on a beaucoup communiqué, j'ai échangé avec eux et ils avaient l'air de prendre un peu la chose à la rigolade, mais ils ont quand même respecté les consignes, ils sont restés à la maison. Et au moment où arrive, donc au début du cyclone, en début d'après-midi pour eux, je reçois donc des vidéos de mes collègues, de mes amis, et je me dis non, c'est pas une simple tempête parce que c'est des forts vents. Les arbres déjà bougent. Il y a beaucoup de choses qui volent en fait et plus de contact. Du coup, je ne reçois plus aucune nouvelle à partir de ce vendredi après-midi-là. Et donc va s'en suivre des heures d'angoisse, d'inquiétude, aussi beaucoup de stress de savoir est-ce que tout le monde est bien à la maison, est-ce que tout le monde est bien protégé. J'entends que il y a des abris qui ont été proposés aux personnes donc qui ont des maisons, enfin des personnes en situation de précarité donc qui vivent dans des maisons en tôle ou des maisons vraiment pas des maisons correctes, je dirais. Donc, je me demande, est-ce que les gens ont pris ça au sérieux? Je sais que moi, j'ai des amis qui vivent dans des situations de précarité et elles n'avaient pas pris les choses au sérieux. On a discuté et donc là, je me demande, est-ce que les gens ont vraiment pris la chose au sérieux? Je me pose plein de questions. Arrive le samedi où on reçoit des images et là, ah ouais, je me dis non. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est déjà le choc. J'ai tout d'abord du mal à réaliser, mais au fur des heures qui s'accumulent, je réalise vraiment que c'était une grosse catastrophe. Déjà parce qu'on n'a plus de nouvelles de personne. On voit que des images circuler. Et là, c'est l'angoisse. Déjà parce qu'on ne reçoit pas de nouvelles de la famille. Donc, on ne sait pas si ça va. Ça fait déjà une semaine et on n'a toujours pas de nouvelles. On a des échos de deux, trois petites personnes qui sont passées à la maison, qu'ils ont vu. Mais c'est pas rassurant parce qu'on n'a pas parlé à nos proches. Mes collègues de travail, pareil, j'ai pu avoir 3 collègues au téléphone, sans plus, sachant qu'on est plus de 12. Donc en fait, c'est stressant et c'est bouleversant de voir Mayotte après le cyclone parce que ça ne ressemble à rien au Mayotte que moi je connais en fait. Quand on regarde, j'ai vraiment l'impression de regarder un film d'horreur. C'est pas Mayotte. Les palmiers, les arbres, les maisons, que ça soit les maisons de tôle ou les maisons de briques, tout est parti en ruine. Et en fait, à voir les images, ça fait vraiment mal au cœur. Moi qui va retourner dans quelques temps, je pense. Enfin, on verra en fonction de l'actualité. Mais je sais que ça va être un grand choc pour moi. Je le réalise pas encore parce que je ne vois pas les choses correctement. Je vois des images, donc je peux interpréter. Mais je sais que ça va être un grand choc pour moi. Et je le sens déjà. En fait, lorsque tu dis ça, en fait, j'étais en train de penser à moi aussi, en fait, samedi matin, j'ai été réveillée, en fait, par une notification.
je regarde mon téléphone et c'était un article de The Guardian. Et l'article, en fait, en gros, ça disait Mayotte. J'ai juste vu Mayotte, Chido. Et là, franchement, j'ai sursauté du lit. Lorsque j'ai vu les images, Anaïs, j'étais effondrée. J'étais effondrée. J'arrivais même pas à me mettre debout, en fait. Il y avait mon mari à côté, tonton, qui essayait de m'aider, mais attends, Mayotte était déjà méconnaissable, en fait. Oui, j'avais du mal à reconnaître Mayotte, mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu vois en fait le vent, comme tu dis, les choses qui s'envolent comme ça. Ma première pensée, c'était la famille, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé d'appeler Tassidas, j'ai essayé d'appeler Marolé, j'ai essayé d'appeler tout le monde. Personne ne répond. Et là, franchement, là, le stress. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde va bien? Donc ça c'est la question en fait que je me répétais tout le temps. Du coup, il fallait que j'appelle quelqu'un. Donc j'ai appelé ta mère. Lorsque j'ai appelé ta mère, je me souviens comme si c'était aujourd'hui. J'ai rien pu dire. En fait, j'étais là en larmes. Du coup, elle en fait, lorsqu'elle m'a vu comme ça, elle pensait que j'avais eu des nouvelles ou enfin, mais alors que non. En fait, je suis allée sur Facebook et j'ai vu toutes les images. Anaïs, franchement, on n'a jamais, enfin Mayotte n'a jamais été frappée de la sorte. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles en fait les gens avaient du mal à prendre ça au sérieux parce que on a connu des tempêtes. On a connu des tempêtes, c'était pas la première. Mais voilà, du coup, lorsqu'on nous a dit voilà, il y a un cyclone qui vient, je pense que les gens avaient du mal en fait à mesurer l'ampleur en fait et la destruction en fait que ce cyclone allait causer maintenant. Donc Anaïs, en fait, tu es enseignante dans une école primaire à Kungu, c'est bien ça? Tes élèves, est-ce que tu as parce que tu as parlé en fait de tes collègues, mais est-ce que tu as des nouvelles de tes élèves? Alors oui, en effet, donc je suis enseignante dans la commune de Kungu et pour communiquer avec la plupart de mes parents, enfin des parents de mes élèves, je crée chaque année un groupe WhatsApp. Donc c'est notre moyen à nous de communication. Alors au lendemain du cyclone, mon premier réflexe c'est d'avoir envoyé un mail à tous mes parents, déjà pour prendre de leurs nouvelles et pour savoir aussi comment allaient mes élèves. Sachant que j'ai 32 élèves et sur mes 32 élèves, je, la grande majorité habite dans des bidonvilles, donc habite dans des conditions d'insalubrité ou vraiment ils sont dans des situations précaires. Donc en fait, j'ai vraiment eu un pincement au cœur de me dire que les maisons se sont envolées et ces images-là m'ont reflété mes élèves qui vivent dans des maisons comme celle-là. Donc en fait, j'ai envoyé ce message-là et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu aucune réponse. Donc en fait, je sais pas du tout comment vont. J'en ai eu aucune. J'ai eu une réponse d'un papa, mais ce papa-là, encore une fois, était parti en vacances aux Comores. Donc lui, comme moi, lorsqu'il a vu mon message, il s'est demandé si j'étais à Mayotte et il était très content d'avoir de mes nouvelles parce qu'il avait eu personne à Mayotte. Donc en fait, il m'a tout de suite appelé, on a échangé et je lui ai expliqué que non, je n'étais pas à Mayotte et que comme lui, j'essaie de joindre tous ceux que je connais pour avoir des nouvelles, mais personne ne me répond. Et donc lui, il s'inquiétait parce qu'il n'a pas eu sa femme depuis le jeudi au téléphone et donc il ne sait pas si sa femme et ses enfants sont en vie. Il sait pas, il connaît pas leur situation en fait. Donc malheureusement, j'étais dans l'incapacité de l'aider. Mais bon, j'ai au moins écouté ce qu'il avait à me dire. Mais c'est vrai que oui, depuis là, je n'ai eu aucune nouvelle de mes élèves, aucune nouvelle des parents. Je ne sais pas, j'ai rien. Je sais pas. Je suis inquiète parce que je connais les situations des uns et des autres. Et donc, je suis inquiète. Tant que j'aurai pas de nouvelles, bah voilà, l'inquiétude sera toujours là, l'angoisse de savoir qu'il leur est arrivé du mal est toujours là. Après, à côté, du coup, comme je t'ai dit, j'ai eu des nouvelles de l'école. Mon directeur, le 2 jours après, donc le dimanche, deuxième jour après le cyclone, il arrive à notre école, sachant qu'il n'habite pas dans la commune de Kungu. Donc, il s'est déplacé depuis chez lui jusqu'à la commune de Kungu pour constater les dégâts de notre école. Et les dégâts sont monstrueux.
C'est des énormes. Franchement, c'est difficile de rattraper en quelques semaines, je pense. Donc, le toit s'est envolé, sachant que la charpente et la toiture, c'est un bâtiment qui date maintenant et c'était fait de bois avec de la tôle. Tout le plafond s'est arraché. Donc, l'étage du haut inondé. L'étage du bas, les fenêtres se sont brisées. Dans la cour était fermée par un mur de béton, un grand mur de béton sur une grande surface. Le mur s'est écroulé, donc notre n'existe plus. Tout est mouillé à l'intérieur, c'est des travaux à continuer, enfin des grands travaux qu'il va falloir entreprendre pour réparer notre école. Donc on est censé reprendre l'école en janvier, début janvier. Je pense vraiment pas que la rentrée pourra se faire en tout cas, parce qu'on n'a pas les conditions ni pour l'instant les moyens fournis pour remettre aux normes l'école. Donc je pense que, en tout cas, cette rentrée-là, ça sera pas possible. Et j'espère que nous aurons donc des ressources et nous aurons aussi une mobilité humaine qui nous permettra de remettre à neuf les écoles pour permettre un retour à la normalité pour tout le monde, que les enfants puissent retourner à l'école, qu'on puisse reprendre petit à petit, en tout cas, notre quotidien. Mais je pense que ça va prendre du temps parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Mm. Oui, c'est sûr, Anaïs, par rapport à tout ce qu'on voit, la dévastation est vraiment totale à Mayotte, hein. Donc, comme par rapport à ce que tu viens de décrire, je pense pas qu'il y aura une rentrée au mois de janvier. Mais je, je pense il faut attendre pour voir en fait comment les choses vont se développer, pour vraiment avoir un plan concret. Déjà, au niveau sanitaire, donc c'est une crise qu'il ne faut pas négliger. Au niveau aussi des dégâts matériels par rapport à ce que tu viens de dire là, franchement, et d'ailleurs par rapport à tout ce qu'on constate en fait dans les vidéos, dans le journal en fait, c'est quand même une crise qui nous a vraiment fait mal. Donc Chilo a vraiment dévasté Mayotte. Mayotte est à reconstruire. Donc voilà. Ce qui me fait vraiment peur, c'est-à-dire j'ai peur qu'on tombe sur des épidémies, on va dire, inattendues. Et ça, c'est même pas, on va dire, à cause des secours et compagnie. Parce que là, comme tu as vu, quand on regarde rien que les bidonvilles, par exemple, les bidonvilles sont dévastés. Moi, je sais très bien que sous ces décombres-là, il y a des corps qui attendent. Mais le problème, c'est que nous sommes dans une île tropicale. Là-bas, un corps sans vie a besoin que de, on va dire, 24 heures. Après 24 heures, le corps commencera à se décomposer. Et s'il se décompose, c'est là où ça craint. Parce que là, les morts, si tu veux, on va pas les ramasser que dans les bidonvilles. Là, comme, je sais pas, mais je suis sûr qu'il y aura des morts un peu partout. On trouvera des morts dans les bidonvilles. On trouvera des morts peut-être à la mer. On trouvera des morts dans les rivières. On trouvera des morts partout. Mais ce qui me fait le plus peur, justement, c'est quand on parle de l'eau potable qui sera rétablie le plus rapidement possible. Imagine, c'est de l'eau qui nous viennent, en fait, nos sources là-bas, nos ressources, ce sont les rivières. Imagine, il y a des corps qui sont sur ces rivières-là. Et moi, franchement, c'est ça qui me fait peur. Je pense Là, pas c'est justement ça que par qui me rapport fait à peur. tous ces dangers, que au lieu de C'est-à-dire se là, au moment précipiter où on va. à rétablir l'eau du robinet, qu'on devrait d'abord justement utiliser l'eau en bouteille en attendant justement d'examiner, de nettoyer justement les sources d'eau en fait. Parce que comme tu dis, il y a les corps humains, mais il peut aussi y avoir des corps, enfin, c'est pas qu'il peut y avoir, il y a sûrement aussi des animaux qui en sont morts. Mhm. Les vaches, je sais pas, il y a des animaux qui sont morts et qui peuvent aussi finir justement dans l'eau. Et tout ça, ce sont des dangers sanitaires.
Voilà, mais avant le cyclone, justement, on nous avait coupé l'eau. Et l'eau qui est potable là en ce moment, justement, c'est de l'eau qui peut être, on va dire, distribuée. Mais pour combien de temps? La question est là. Mais je pense que peut-être que d'ici là, on aura peut-être fini de tout déblayer. Et donc là, parce que là, tu sais, même les voitures de secours maintenant, par exemple, on a un corps qui est à la campagne. Comment on fait pour le récupérer? Tu comprends? Comment on fait pour le récupérer? Donc, c'est pour ça que, au lieu de critiquer, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Il faut pas, par exemple, on découvre un corps quelque part, il faut pas attendre les secours pour récupérer ce corps-là. C'est nous-mêmes, par exemple, qui devons le récupérer et puis l'enterrer s'il le faut. Mais le problème, c'est que là, on doit justement donner un bilan après le cyclone. Mais le problème, c'est que il y en a qui ne jouent pas le jeu. Tu sais, ils ont découvert, c'était quand? Hier, il y a un endroit où les gens ont creusé des trous, genre des tombes, c'est des tombes pour eux, mais ils enterrent les corps, on va dire, par dizaines. Tu vois? Et ils les enterrent sans les déclarer. Et comment est-ce qu'on pourra faire un bilan après? Donc ça veut dire que tout le monde ne jouera pas le jeu. C'est ça le problème. Espérons que tout se passe comme il faut, mais en tout cas, moi je te dis, la seule chose qui me fait peur, c'est ça. Tomber dans une épidémie comme le choléra. Un des ministres, je vais pas dire de nom parce que je me rappelle plus du nom, mais un ministre en fait qui a dit que s'il y a des gens en fait qui veulent retourner à la Réunion, le gouvernement va être prêt à faciliter en fait leur transfert. Donc je me dis, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Les gens, les Réunionnais vont retourner à la Réunion, les Mahorais peuvent rester et crever. C'est ce que ça veut dire. Ça m'a choqué lorsque j'ai lu ça. Ça m'a choqué parce que le gouvernement ne doit pas faire de choses comme ça. Ils doivent en fait essayer de considérer en fait la situation d'une manière globale, mais pas de commencer de faire des fractions comme ça. Voilà, les Réunionnais, si vous voulez, vous pouvez retourner chez vous. Les Mahorais, restez dans votre sinistre, dans votre hécatombe. Je pense pas que ça devrait se passer comme ça. L'heure est grave. Et puis, juste un petit rappel, le jour où le ministre de l'Intérieur est arrivé, j'ai vu une dame, une fonctionnaire de police métropolitaine, et lorsque le ministre passait, lui a dit, vous savez, moi j'ai juste fait l'effort de venir parce que vous êtes arrivé, mais dites-vous que je suis pas la seule. Avec mes collègues, nous savons même pas où est-ce que nous allons dormir ce soir. On a été dévasté, c'est-à-dire on n'a plus de maison, on n'a plus rien. Et je pense que c'est ça justement qui a donné l'idée au ministre de se dire, OK, bah tiens, elle m'a parlé de sa souffrance, on va les rapatrier là où il faut. Mais est-ce qu'elle est la seule à être dévastée? Je pense que je suis pas la seule à avoir cette impression. En fait, la France continue à nous traiter comme une colonie, en fait, comme une petite colonie. Déjà par rapport aux investissements, il y en a pas beaucoup, hein, voire pas d'investissement sur Mayotte comparé avec les autres départements. Le cyclone est venu juste amplifier en fait ce problème qui était là et que la France a toujours essayé de mettre sous le tapis. Donc voilà, je pense quand même, j'espère que Chilo nous aura amené en fait ça, la capacité en fait d'analyser la situation et de se dire attends, quand même, il faut du renouveau, il faut quand même que les choses changent. On ne peut pas continuer comme ça. Soit on est dedans ou on est dehors. Mais en tout cas, que ce soit concret, si on est dedans, qu'on nous montre qu'on est des vrais Français. Comme chez nous, Chilo, c'est le miroir. En fait, il faudrait justement, ce miroir est là pour nous montrer la réalité. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on regarde les choses, hein, parce que déjà, à quelques jours en fait de ce sinistre, on voit déjà une stratégie qui se dessine, hein, une stratégie. Donc les métropolitains, on vous fait venir chez vous, vous allez dans votre confort. Les Mahorais, vous restez dans votre gouffre. Les Réunionnais, rentrez chez vous. Alors les Mahorais, la famine, ça va. Je pense que c'est scandaleux. Ça c'est leur stratégie à eux.
Parce que là, si tu veux, à l'heure actuelle où on se parle, là, il y a des transferts qui se font. Genre, les fonctionnaires métropolitains qui sont à Mayotte. Certes, on n'a pas de vols commerciaux, mais les vols qui étaient censés nous transporter les secours, bah, au retour de la Réunion, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent les familles des fonctionnaires français, les fonctionnaires métropolitains, pour les rapatrier à la Réunion. Et comme ça, après, non mais après, tu sais ce qu'ils disent? Après, tu sais ce qu'ils disent? Ils disent, bah voilà, on fait ça. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y aura une famine et que là, on n'a pas envie de faire venir des gens qui vont nous pousser à augmenter les denrées alimentaires. On préfère diminuer plutôt que d'augmenter. Mais quand on regarde la stratégie, en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu vois? Mais bon, moi, si tu veux, franchement, personnellement, je ne regarde pas ça. Bon, Zuki, tu sais, je vais être sincère avec toi. La discussion, franchement, commence à me. Déjà, nous sommes. Il y a plein d'émotions avec tout ce qui se passe à Mayotte. Franchement, c'est pas facile. Et lorsqu'on entend des choses comme ça, des stratégies du gouvernement à nous traiter toujours comme des citoyens de. Donc, il y a les blancs, les métropolitains, ensuite les réunionnais, ensuite il y a les petits mahorais. Moi, je pense que c'est absurde, c'est scandaleux. Anaïs, est-ce que tu as un petit mot à dire en fait aux Mahorais et Mahoraises en fait qui nous regardent, que ce soit en fait les Mahorais qui sont justement qui ont traversé ce traumatisme. Il y en a en fait qui arrivent à avoir une connexion internet de temps en temps, euh, ou alors les Mahorais justement comme nous autres qui sont à l'étranger en métropole. Est-ce que tu as un petit mot à partager, à dire? Alors, déjà, c'est très dur, mais j'aimerais qu'on soit tous forts, autant nous qui sommes à l'étranger ou les Maoris qui sont sur place. Je sais que c'est difficile, mais on a besoin d'être courageux et forts. Ensuite, je garde espoir car je sais qu'on va se relever. À chaque combat, à chaque épreuve, Mayotte arrive à se relever. Le combat cette fois-ci va être difficile parce que ce cyclone nous a vraiment abattus, il nous a vraiment mis à terre. Mais je ne doute pas de mon île, je ne doute pas de mon peuple, je ne doute pas de notre solidarité, de notre force et je sais que on va se relever. Le combat sera difficile, mais on va se relever et on va refaire naître notre île et on va lui redonner toutes ses couleurs, toute sa richesse et toute sa force parce que on a besoin d'elle comme elle a besoin de nous. Donc je garde espoir et ayons tous espoir et continuons tous à nous battre pour notre île et Rahashiri comme on dit, donc on y arrivera. Ah, chérie, ah, chérie. C'est magnifique, en tout cas, comme tu l'as dit, Anaïs, Mayotte est à genoux, mais il faut qu'on apprenne à se relever petit à petit. Donc, soyons courageux et courageuses. On s'attendait pas à ça, c'est pas un truc qu'on aurait prévu, mais aujourd'hui, on est là face au fait accompli. Donc, le cyclone est passé et a dévasté notre île. Donc, l'heure est à la reconstruction de l'île. Donc, soyons solidaires et aussi soyons courageux. C'est pas facile, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, un petit mot à dire surtout à ceux qui ne sont pas à Mayotte et qui s'inquiètent de ne pas, par exemple, avoir des nouvelles de leur famille. Il y a un numéro qui a été, on va dire, communiqué par Mayotte la première. Ce numéro-là, quand vous appelez, quelle que soit la situation géographique de votre famille, si vous appelez là, vous aurez sûrement une information concernant votre famille. Donc, je vais juste donner le numéro. C'est le 06 39 69 31 31. 06 39 69 31 31. Sinon, si vous êtes dans les réseaux sociaux, bah, dans le groupe WhatsApp, il y a un groupe qui a été créé qui s'appelle Tous
concernés. Quand vous allez dans ce groupe-là, vous posez une question, par exemple, vous avez une famille, je dis n'importe quoi, qui vit à Bouéni et que vous n'avez pas, on va dire, de nouvelles de cette famille-là, vous donnez juste le nom de votre famille, bah, on vous répondra. On vous donnera toutes les infos concernant votre famille. Donc, comme pour le moment, on n'a pas de communication, moi, je pense que ces deux, c'est-à-dire ce numéro-là et le groupe WhatsApp, pourront nous servir quand même, on va dire, de communication. Voilà. Parce qu'il y en a qui veulent juste être rassurés. Ils veulent juste entendre que leurs familles respectives, en fait, vont bien. Et puis, pour la diaspora aussi, pour ceux qui sont loin de Mayotte, n'hésitez pas aussi à installer l'application Mayotte la première dans vos téléphones. Parce que ça aussi, vous pouvez avoir les informations, on va dire, à tout moment. Moi, personnellement, je suis pas Mayotte, mais j'ai suivi le déroulement du cyclone en direct, du début à la fin, grâce à cette application-là. Donc, installez l'application Mayotte la première, comme ça, vous aurez toutes, on va dire, les infos de Mayotte. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode de Self Upgrade. Encore une fois, toutes nos pensées sont avec les personnes qui ont traversé ce sinistre. Donc, on est avec vous, on est ensemble, on n'est pas là physiquement, mais émotionnellement, et vous êtes dans nos pensées tous les jours. Donc, si vous nous regardez aujourd'hui, déjà, on remercie le bon Dieu de vous avoir épargné. Si les dégâts sont matériels, on peut reconstruire. Mais les vies humaines qu'on a perdues, malheureusement, on ne pourra pas les faire revenir. Donc, on remercie le bon Dieu de vous avoir épargné et d'être ici aujourd'hui parmi nous. Je vais essayer en fait de me tenir informée de ce qui se passe là-bas, sachant qu'il est très difficile en fait d'avoir de l'information, mais j'essaierai donc de voir ce que je peux faire et donc je vais partager du contenu concernant Mayotte jusqu'à ce qu'on sache en fait ce qu'il en est, parce que la situation est vraiment sombre à l'heure où on parle. Donc on parle de famine potentielle, on parle de dangers sanitaires en ce qui concerne des maladies telles que des épidémies qui peuvent éclater dans des situations comme ça. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez recevoir les notifications lorsqu'on publiera des contenus comme celui-ci.